Merci beaucoup Isabelle de m'avoir invitée. C'est un petit peu vertigineux pour moi, jeune docteur, de passer après tout le monde depuis ce matin, mais je vais essayer d'assurer. Je vais commencer par une citation qui parle aussi des nuages, comme on a pu en discuter tout à l'heure. Je cite. « Je me souviens que je voulais attraper les nuages, je m'imaginais penché à la fenêtre d'un avion, les ramassant dans des sacs en plastique, que je fermais ensuite, soigneusement, pour les ramener à la maison. Je me souviens de la déception qui suivit ma première expédition lorsque je pris conscience qu'était en fait impossible ce que j'avais jusque-là cru possible. Je pense que ce désir a un caractère médiéval, quelque chose en lui est relié au visible et à l'invisible, à la présence et à l'absence. Les nuages semblent toujours si présents, mais attrapez-en un, et vous n'avez rien attrapé. Je voulais une preuve de leur présence, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'attraper ces nuages est un acte de foi. » Ainsi donc, l'artiste Tacitadine explique dans un ouvrage regroupant ses écrits l'amorce théorique d'une œuvre primaire, en ce sens qu'elle vient de sa petite enfance, qu'elle ne réalisera pas, et on peut penser qu'elle ne réalisera jamais. Ces phrases, tirées d'une rêverie du jeune âge, montrent à quel point le croisement entre les arts et les sciences est tout autant fertile que difficile dans sa conception. Encadrer, arrêter la nature n'est pas chose aisée, bien que l'homme s'y attelle depuis les débuts de l'humanité. Matière insaisissable, le nuage ne peut continuer à vivre, même enfermé et scellé dans un sac plastique. De par sa nature même, il perd rapidement toute consistance et couleur, jusqu'à paraître parfaitement invisible à nos yeux. Charlotte Charbonneau concrétise l'expérience en capturant des nuages gelés dans de gros bocaux. Réaliste quant à l'aspect éphémère de l'œuvre intitulée ADN, faite en 2006, elle ne lui donne que 60 heures d'existence. Réalisée en décalage, les trois contenants révèlent la déliquescence inévitable de la substance cotonneuse. Si le nuage glisse entre les doigts des artistes et ne semble pas vouloir se laisser attraper, d'autres des éléments de la nature sont depuis bien longtemps des objets de captures artistiques. Certaines ont pour seul désir de nous mettre sous les yeux la délicatesse ou l'ingéniosité de la faune et de la flore. D'autres se servent des espèces comme de simples artefacts, sortes de ready-made dérivés, vidés de toute caractéristique propre. D'autres encore en usent pour discuter les questions environnementales, étayer des propos politiques. C'est de cette dernière catégorie dont il sera question ici, celle où la nature, stoppée dans son cycle vital, sert de miroir à l'homme, oblige à un temps de pause nécessaire dans une société où tout doit aller encore plus vite. La nature manipulée par les procédés scientifiques s'offre dans le domaine esthétique comme le garde-fou de notre humanité. Alors parler d'art et de science amène rapidement à penser aux manipulations et autres expériences auxquelles s'adonnent les artistes dits de l'art biotech ou du bioart. La revue Art Press consacre un dossier complet à cette tendance dans son numéro de février 2002 sous le titre de « Éthique et esthétique de l'art biologique ». Annick Bureau, membre entre autres de la revue Leonardo et travaillant sur le rapport de l'art avec les technosciences, dans l'article introductif « Art biologique, quelle esthétique ?», dégroupe cette pratique en deux entités théoriques. D'un côté, annonce-t-elle, il y a l'art dont le discours se rapporte à la technique, c'est-à-dire l'art biologique, génétique et transgénique, et de l'autre, l'art qui apporte un commentaire social, politique et éthique. Se pose alors la question de l'esthétique. S'il n'est pas convenable de jeter la pierre à toute tentative de théorisation des pratiques actuelles, c'est pas moi qui vais le faire, le saucissonnage proposé semble néanmoins un peu rigide, ne permettant aucun pont entre les artistes et leurs pratiques, et enfin n'autorisant aucunement l'inclusion d'artistes non inscrits dans la sphère biotech, mais utilisant ponctuellement ou de manière plus soutenue les nouvelles sciences dans leurs travaux. Étiqueter est toujours utile à la mise en pensée, mais occulte parfois à la recontextualisation des œuvres, au risque d'annihiler leur singularité. Les travaux de l'artiste américain Brandon Ballanger illustre parfaitement la qualité protéiforme et polysémique de cet art.
Perçu comme un des chefs de file donc de l'art biotech, il se présente toutefois sous la double casquette d'artiste et de biologiste, fonction qu'il occupe pleinement et diplôme à l'appui, c'est pas fantoche. L'ensemble de son travail s'inscrit dans un activisme écologique participatif et se fait, dans la plupart des cas, en relation directe avec le public. Ainsi, jamais il ne distingue ces deux pratiques. Il engage davantage un jeu de va-et-vient qui, à chaque fois, révèle un peu plus sur l'une et l'autre des disciplines. Alors, je le cite, il nous dit « After conducting ecological field surveys and finding deformed specimens, I further analyze these creatures through a chemical treatment called clearing and staining. Literally, this means staining bone and cartilage with brightly colored dyes while digesting surrounding tissues to transparency. From the scientific standpoint, this enables a way to see subtle abnormalities in morphology, which could be missed prior to chemical treatments. Yet, the clear and stained specimens are incredibly interesting from an aesthetic standpoint, and they often inspire individual works of art. Here, by further looking and thinking about the individual specimens during art production, I find myself asking more questions, inspiring further scientific studies. Donc, Brandon Ballanger ici répond par ce paragraphe à la question du positionnement de son travail entre les sphères esthétiques et scientifiques, ainsi que politiques. Ici, plus particulièrement sur le projet Man on the Occurrence of Deformities in Amphibians de 1996 et qui court encore aujourd'hui, et qui donne à voir l'impact de la pollution sur la formation et la croissance des amphibiens. Le procédé chimique permettant la colorisation des cartilages et dans le même temps le rendu transparent des tissus, mettant alors en exergue les malformations après radiographie, était perçu à l'époque et dans le monde des sciences comme non orthodoxe, avant d'être aujourd'hui adopté. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on a une pratique artistique qui va finalement être adoptée par le monde des scientifiques. L'héritage de l'histoire et de l'histoire de l'art est encore plus flagrant dans l'œuvre Collapse de 2012. D'un point de vue politique, Ballanger dénonce par cette pyramide de bocaux, comprenant des espèces aquatiques en voie de disparition ou disparues, les dommages de la catastrophe pétrolière qui a eu lieu en 2010 aux États-Unis, dans le golfe du Mexique, et des ravages surtout induits par les produits dispersés par la suite et censés nettoyer le pétrole. D'un point de vue esthétique, l'artiste nomme cette œuvre une sculpture et fait directement référence au cabinet de curiosité. Alors la référence n'est pas anodine car ces lieux d'exposition, des collections souvent hétéroclites, oscillent dès leur invention entre une fonction esthétique et scientifique. Je vous montre, pas toujours très ragoûtant les images que je vais vous montrer. Dès la Renaissance, donc, la fièvre collectionneuse s'abat sur les érudits qui accumulent naturalia et artificialia, du crocodile, à être encore indéterminé, vacant entre animal et minéral, à la licorne, en passant par la mandragore, plante soi-disant fécondée par le sperme des pendus et cueillie au pied des gibets, entre autres. Donc végétaux, minéraux, réels ou merveilleux s'accumulaient dans ces encyclopédies tridimensionnelles. Fruit à la fois d'un désir de connaissance scientifique et à la fois d'un ordonnancement plus libre et esthétique de la rareté et de l'étrangeté, ces cabinets mélangeaient la rationalité à la fable. Encore à cette époque, les deux étaient étroitement imbriqués et ne pouvaient ainsi exister l'une sans l'autre. Ils véhiculent, nous dit Christian Devise, ces récits mythologiques et exposent des énigmes. Miroir donc de la nature, le cabinet suscitait intérêt, spéculation, tout autant que perplexité. Et la façon d'organiser des objets en son sein jouait un rôle quant à notre perception du monde. Prenant toutes sortes de formes, de la grotte obscure à la réplique du muséum, et fort de son succès, surtout au moment des grands voyages vers les Amériques, il fait alors cohabiter artefacts exotiques, coraux flamboyants et objets de la modernité, tels les montres et les boussoles. Au-delà de structurer le monde, il permet aux visiteurs de s'engager dans un voyage immobile, de projeter sa pensée vers des contrées lointaines qu'il ne visitera sans doute jamais. En perpétuel donc mouvement,
le cabinet engendre le discours qui se nourrit chaque jour d'une nouvelle découverte. Rien sous le soleil n'est au repos, annonce Bernard Palissy dans son discours admiral en 1480. Et il continue en disant que toutes les choses sont travaillées dès qu'elles se forment, et en se transformant, elles changent souvent d'une nature à l'autre et d'une couleur à l'autre. S'il est reflet du monde, d'un monde à chaque fois différent et mobile, la manière de représenter ce dernier est toujours teintée de prestige, gloire et mystère. Derrière la volonté scientifique qui structure les collections, se cache une vision sur l'univers empreinte d'engouement et d'admiration pour la nouveauté, menant alors à des territoires nobles et riches. L'art contemporain opère sur ce terrain une première rupture avec le collectionnisme de la Renaissance. En effet, le cabinet moderne expose davantage le curieux que le merveilleux. La fable est obsolète et le monde désenchanté, tout en préservant ce désir de narration et la qualité aussi bien ludique qu'intellectuelle du lieu. Le nouveau cabinet se veut l'image d'une nature noire et décadente. Même si au premier coup d'œil l'illusion du positivisme du XIXe siècle fait son effet, même si les meubles vintage, jarres antiques et autres objets d'époque sont réaménagés, la foi en la science et l'espoir du progrès semblent avoir déserté les lieux. À contre-pied, donc, l'artiste contemporain réinvestit le cabinet pour dénoncer une société de consommation, dresser un procès aux politiques capitalistes et au gouvernement peu soucieux. Je pense toujours qu'il est devenu beaucoup plus difficile de croire au ciel comme paradis depuis que l'humanité a appris à s'élever au-dessus des nuages. D'un seul coup, nous avons acquis le regard de Dieu sur les choses, celui de quelqu'un assis là-haut dans le ciel et regardant la terre en dessous. Tacitadine, que j'avais cité au début, conclut donc en ces phrases son rêve de capturer les nuages. L'utilisation des sciences, le pouvoir de soumettre la nature au moindre désir des hommes, insuffle à l'artiste des sentiments nostalgiques. Il n'est plus permis de rêver à l'emprisonnement de boules de vapeur d'eau dans des poches transparentes. L'homme est maître en son domaine et la naïveté, les fables et les histoires ne sont plus au goût du jour. Même finalement, la science-fiction prend corps tous les jours un peu plus. À contre-pied, certains artistes usent des sciences dans leurs travaux tout autant par fascination des potentiels qu'elles offrent que pour articuler un commentaire ironique, voire critique, de leur utilisation. L'artiste britannique Mark Queen fait partie de ceux-là. Loin, Mark Queen d'apparaître dans les manuels de bioart ou d'art biotech, loin d'avoir un discours politique sur l'environnement, il n'en demeure pas moins que son travail questionne l'inclusion des sciences dans les pratiques artistiques et plus largement la nécessité de certaines pratiques humaines sur la nature. Pour ce faire, il utilise des systèmes permettant de stopper ou de conserver les êtres, allant des mises sous verre aux caissons frigorifiques. De prime abord, l'artiste semble se muer en Dr Frankenstein dans le roman de Mary Shelley. Avec Self, on en a ici plusieurs versions, de 91, il remplit un moulage en latex de sa tête avec son propre sang. La quantité de sang extrait du corps de l'artiste durant une période de 5 mois correspond exactement à celle présente dans le corps humain. Le tout est maintenu artificiellement en forme grâce à un caisson frigorifique. Sa tête est donc en quelque sorte mise en hibernation et les particules de sang sont arrêtées dans leur ultime dégradation. L'œuvre est inspirée dans ses caractéristiques physiques par une grenouille de l'hémisphère nord qui s'appelle la Rana sylvatica, animal qui a pour capacité de s'auto-congeler durant les périodes de grand froid, d'arrêter les battements de son cœur et de mettre dans un état de suspension son système nerveux. Cette même grenouille sera utilisée par l'artiste en 1994 dans son œuvre Rubber Soul. L'animal est emprisonné dans un moulage en plexiglas en la tête de l'artiste, encore une fois, et l'ensemble, tout comme pour Self, est conservé dans un caisson frigorifique à moins 3 degrés. La température négative plonge l'animal dans un état d'hibernation prolongée. Placée à l'endroit de la partie reptilienne du cerveau humain, elle incarne en quelque sorte l'âme de l'artiste. Ces deux œuvres, parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres de Mark Queen, peuvent illustrer l'intention qu'a l'artiste à tendre vers l'immortalité. Adoptant les pouvoirs divins, il s'autorise à traverser le temps et à défier les lois de la nature. Une autre
autre lecture de son travail est cependant possible et est aiguillée par une œuvre réalisée quelques années plus tard, Garden, en 2000. Cette œuvre, donc, est un nouveau jardin d'Éden. Des centaines de plantes venant de par le monde sont placées dans un aquarium géant et conservées dans du silicone à moins 20 degrés Celsius. Aucune de ces plantes n'est supposée vivre avec les autres, elles ne viennent pas du même environnement et ne fleurissent pas à la même saison. C'est une nature idyllique et improbable que nous présente Mark Quinn. Une sorte de perfection, arrêtée dans son plus beau moment par la magie de la congélation. Ni morte ni vivante, ces fleurs, nous dit l'artiste, je le cite, When they freeze, become pure image, they become an image of perfect flower, because in reality the matter is dead, and they are suspended in a state of transformation between pure image and pure matter. Donc loin d'être séduisantes, les fleurs, tout comme les pratiques scientifiques, revêtent une allure monstrueuse. La flore n'est que l'ombre d'elle-même, une ombre colorée certes, mais parfaitement dénuée de toute vie. L'homme, quant à lui, use de pratiques mortifères sur la nature qui l'entoure pour la transformer en une image qui jamais ne pourra lui servir d'environnement. À force de manipulation, semble nous dire l'artiste, à force de vouloir contrôler la nature et la mettre au pas de nos propres goûts, nous stérilisons ce qui fait de nous des vivants et fleurissons, kitschement, en somme, notre propre tombe. Alors pour terminer, cette dénonciation de la croyance pré-darwinienne invoquant l'homme en dehors de la nature et donc protégé de ses propres agissements est portée haut et fort par un certain nombre de bioartistes. En ce qui intéresse ici notre discours, qui se trouve à la croisée de l'art, des sciences, mais aussi d'une certaine forme de mise en boîte et d'arrêt du temps pour un meilleur examen, il semble opportun de s'arrêter sur les collectifs qui s'appellent Tissue Culture and Art et Art orienté objet. Ces deux exemples sont d'autant plus intéressants qu'ils naviguent aisément entre la sphère du bioart et la scène artistique contemporaine de façon plus large. Tous deux encore accompagnent leurs œuvres et expériences d'un appareillage théorique conséquent, sans lequel ces premières ne peuvent exister. Enfin, tout comme pour Brandon Ballanger qu'on a vu tout au début, leur discours est revendiqué comme politique et écologique et ne cesse de questionner l'homme et la société qu'il crée à son image. Pour cela, et parmi d'autres, ils inventent et élèvent des êtres dits semi-vivants. Alors ces créatures, ou ces êtres objets, faits de cellules, ne peuvent survivre que dans un environnement spécifique, de l'ordre du bioréacteur, milieu stérile, solution formaldéhyde et autres. Alors, pour Tissue Culture and Art, connu aussi sous l'acronyme de TCA, c'est un programme de recherche australien créé en 1996 qui a pour projet la création d'entités semi-vivantes modelées sur une structure biodégradable qui est par la suite ensemencée par des cellules vivantes. Toutes ces expériences se terminent par l'étape de la mise à mort et le questionnement sur la responsabilité que nous avons face à ces êtres fabriqués, créés par l'homme. Les poupées du souci font partie de cette série. Au-delà de leur aspect peu avantageux, ces êtres directement placés entre l'artefact et l'être vivant sont inspirés d'une coutume du Guatemala qui veut que chaque enfant possède 6 poupées auxquelles il raconte, avant d'aller se coucher, ses soucis. Ces derniers, donc les soucis, ne peuvent être plus nombreux que le nombre de figurines, donc il ne peut pas avoir plus de 6 soucis. Et une fois confessés, ils seront donc résolus dans la nuit. La culture de poupées semi-vivantes se fait dans l'enceinte d'une galerie qui contient en son sein un laboratoire afin que chaque étape soit visible du public. Il a ainsi la possibilité de se rendre compte de l'engagement et de la responsabilité que nous avons face au système vivant que nous créons. Quelles sont les limites morales à la manipulation et à l'exploitation des systèmes biologiques vivants? Cette manipulation se justifie-t-elle par des seules fins humaines? Quelle relation allons-nous développer avec ces entités et en abuserons-nous? Donc on a comme ça une batterie de questions qui va émerger de ces œuvres et qui ne vont pas trouver une réponse, peut-être qu'ils en trouveront plusieurs, ou pas du tout d'ailleurs.
Un des rôles que peut jouer l'art, avancent donc les artistes de ce collectif TCNA, je cite, est de suggérer des scénarios du monde en construction, de subvertir les technologies afin de créer des futurs contestables et d'étudier les changements qui pourraient avoir un impact. C'est le rôle qui rend si pertinent la création des entités semi-vivantes et l'analyse multidimensionnelle de leur utilisation. Donc là, ici, on a une véritable conception de l'art comme modérateur, voire simulateur de réalité entre les laboratoires et donc le public, comme pourraient l'être des ouvrages de science-fiction. En aparté, il est à noter que ce type d'expérience, et on n'a pas le temps de développer, mais est beaucoup plus facilement réalisable dans des pays qui sont en dehors de ceux qui ont été touchés par la Seconde Guerre mondiale, puisque en gros, les manipulations génétiques sont compliquées encore dans les pays européens. Alors là, l'art encore, et pour terminer, est l'arme première face à une écologie en souffrance du duo art orienté objet composé donc de Marion Lavaljanté et Benoît Mangin. Comme pour les sculptures semi-vivantes, les sculptures ici, les cultures de peau d'artiste réalisées donc, en 96-97 ne prennent pas le corps comme premier lieu de l'expérience. Au contraire, par exemple, du body art ou de l'art charnel, mais sont des métacorps, des structures charnelles séparées, dépendantes cependant, tout comme les cultures semi-vivantes, des soins humains. L'idée première de ces cultures de peau est de produire une œuvre ultime, composée de la peau même des artistes et qui pourrait être vendue, voire greffée par la suite. L'incarnation parfaite de ce travail se trouve dans une œuvre qui s'appelle Première peau, datant des mêmes années, et composée d'un maillage transgenre, d'une hybridation des cellules des deux artistes, donc masculin et féminin. Au-delà de la création vaine de l'œuvre parfaite, user des sciences pour le duo art orienté objet, dans le but de créer des lambeaux mis sous lame et tatoués par la suite du bestiaire des animaux de laboratoire, je ne sais pas si on en a d'autres ici, c'est replacer l'homme dans l'ensemble des espèces et faire de lui un cobaye comme les autres. C'est aussi rendre hommage à ceux qui sont usuellement exploités pour notre propre subsistance. Continuons leur questionnement sur les rapports nature-culture et adoptant pleinement le point de vue, entre autres, de Philippe Descola développé dans son ouvrage Par-delà nature et culture, et dans lequel il questionne la porosité de ces entités fondées par notre culture judéo-chrétienne jusqu'à leur mise à mal dans certaines civilisations pour lesquelles une telle séparation entre nature et culture n'a pas lieu d'exister. Donc, comme juste retour des choses, le duo conclut l'expérience en se faisant tatouer sur leur propre corps, sur son propre corps, les représentations de ces mêmes animaux de laboratoire. Notre propos est, nous disent-ils, véritablement d'enquêter sur les dommages causés par l'humanisme entendu comme moteur premier du développement technologique, un humanisme saisi dans ses conséquences, c'est-à-dire dans sa désagrégation d'un rapport positif à la nature, et surtout d'un sens éthique de l'existence qui passe par le respect de l'autre. En ce sens, termine-t-il, la question de la barrière des espèces n'est pas signifiante dans notre conception du monde. Donc si attraper les nuages est pour Tacitadine un geste irréalisable et finalement néfaste, car il réduirait à néant notre condition d'homme parmi d'autres espèces en nous octroyant une place divine, les sciences utilisées par des artistes, certains artistes, issus du bioart ou non, sont des outils, non pour hisser encore plus haut sur la pyramide des espèces, mais pour critiquer notre propre action et questionner le monde en devenir. La suspension du temps par les ethnies scientifiques s'inscrit dans le champ de l'art comme un appel à la respiration et au regard qui se veut fondamentalement écologique et qui accompagne les travaux esthétiques foncièrement engagés et politiques. Ces œuvres sont peut-être aussi éphémères que ces petites poches de vapeur et leur impact s'amollira rapidement au contact de l'air, mais elles ont le mérite de donner à penser, sans prétention, mais avec consistance, sur notre environnement dans un monde de l'art, ou un marché de l'art plutôt, trop ouvertement gouverné par la marchandisation et la futilité. Je vous remercie.